On vit une époque merveilleuse avec des possibilités, des options considérables, avec des changements qui sont difficiles à anticiper et qui sont sur trois registres. Les changements technologiques, alors Fabien, dans le sens de l'humour, nous a montré un certain nombre d'évolutions technologiques telles que l'hoverboard ou des outils nettement plus sophistiqués à manipuler et à maîtriser. Mais on a en ligne de mire le véhicule autonome, qui est la grande innovation attendue et qui va profondément modifier nos comportements. Les changements comportementaux sont aussi importants. Il faut noter l'acceptabilité, l'acceptation d'être plusieurs dans sa voiture et de la transformation de la voiture comme outil de service et non plus comme outil d'investissement, ce qui est un changement important. Et puis un changement économique, on est passé dans une période où il y a disette budgétaire et il faut la gérer. Une disette budgétaire plus grave que celle qu'on connaissait jusqu'ici. Alors comment ça se traduit d'un point de vue de l'usager ou du client? Par une explosion de l'espace entre les transports collectifs et l'AVP. Jusqu'ici, l'AVP était... les transports collectifs étaient bien isolés, on était capable de dire ce qui était transport collectif et ce qui était VP. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. On passe continuellement de l'un à l'autre, avec des transports à la demande, avec des liaisons point à point, avec des réseaux de minibus. Je vais beaucoup m'intéresser ce matin à la liaison point à point, qui est le truc le plus haut de gamme dans cette nouvelle gamme de services de transport et qui permet de faire des analyses intéressantes. Donc pour commencer, on va se mettre en jambe sur des problèmes d'estimation sur un état de déplacement en région Île-de-France pour regarder notamment la place des domiciles-travail sur l'ensemble des déplacements. Donc les enquêtes globales transport nous donnent des estimations précises du nombre de déplacements effectués par l'ensemble des usagers de plus de 6 ans. Et on a 41 millions de déplacements par jour ouvrable. Une partie seulement c'est du domicile-travail, environ 6,5 millions. Et il faut rajouter à ce domicile-travail un déplacement qui lui est très proche, qui est le déplacement école, pour 4 millions et quelques. Donc on a une partie non négligeable des transports qui sont des domiciles-travail, mais pas tout. Et on verra qu'on a intérêt, quand on met au point des services de point à point, à adresser l'ensemble de la clientèle plutôt que filtrer les déplacements domicile-travail seuls. On a dans ce tableau le croisement des déplacements par mode de transport et par tranche de distance parcourue, où on voit qu'on a énormément de déplacements de courte distance. Et ça, c'est important. On verra par la suite que ça joue beaucoup sur les transports point à point, parce que les déplacements sont pour 3/4 inférieurs à 10 km. Encore faut-il remarquer qu'il y a une part importante de marche à pied là-dedans et que c'est un peu normal qu'on ait des distances faibles. L'autre chose, c'est qu'on a des spécialisations sur les différents modes. Et la VP conducteur, ce qui est appelé VPC ici, est un peu le contre-exemple où on a des déplacements à toutes les distances. Généralement, on a des déplacements sur des cibles de distance. Il y a adaptation de l'offre et de la demande, comme expliquait Fabien tout à l'heure. Une chose qui est moins connue, c'est le besoin de déplacement en fonction du revenu. Quand on regarde le niveau moyen des revenus, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité, une consommation supérieure de déplacement longue distance pour les revenus élevés, notamment dans le motif domicile-travail. Alors il faut y voir un problème d'appariement, c'est-à-dire que pour bénéficier, quand on est dans des CSP élevés, on a des métiers pointus, des métiers très spécialisés, et on est amené à chercher des appariements, l'emploi de manière plus précise que quand on est boulanger ou équivalent, où on a des possibilités de trouver des boulangeries plus rapides. Donc on a
un besoin d'augmentation des déplacements sur les déplacements longs qui est important. Et puis, pour finir ce jogging dans l'enquête globale transport, une remarque, c'est que les déplacements sont radioconcentriques et qu'on a des déplacements on n'a pas beaucoup de déplacements qui font de la Grande Couronne vers Paris. On a regardé ici les déplacements sur Versailles, mais c'est un peu partout pareil. On a des déplacements qui vont de la Grande Couronne vers la Petite Couronne et de la Petite Couronne vers le centre, mais on a peu de déplacements. Et on a ce problème concentrique de déplacement, centripète le matin et centrifuge le soir, qui posera des problèmes, on le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? On s'est intéressé au déplacement de covoiturage dans le mode point à point. C'est celui qui nous a le plus paru le plus nouveau, et on a essayé de l'étudier. Et comme le mécanisme est un peu compliqué, on a fait un petit modèle qui, pour une fois, dans un modèle de transport, est un modèle sans problème d'équilibre, sans problème d'ajustement, qui a un problème les variables se séparent bien, et on a un modèle assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On simule le fait de faire du covoiturage comme une pénalité de temps au départ et à l'arrivée, en supposant que le trajet en supposant qu'on travaille par zone et qu'on a 500 zones environ sur la région Île-de-France, et qu'entre chacune des zones, des couples de zones, on fait du covoiturage à partir de la zone d'origine vers la destination finale, mais qu'on ne s'arrête pas au milieu. Et c'est la seule manière qu'on ait trouvé de garantir un certain niveau de service. Donc on n'a pas d'arrêt intermédiaire, et on suppose que l'offre est au rendez-vous et qu'il n'y a pas de problème. Donc on met un péage. Alors le péage qu'on a retenu est un péage binôme avec un terme fixe de 0,5 € pour le service qui correspond à la mise en communication des personnes via un site, via une plateforme, via un outil moderne de numérique, et un terme variable qui est le coût du kilomètre. J'ai pris 0,1 € du kilomètre, mais on verra qu'on fait des tests de sensibilité, et on verra que c'est des ordres de grandeur qui sont tout à fait modifiables. Donc, quand on regarde la distribution des portées des déplacements des clients qui covoiturent, en supposant on fait une hypothèse très simple de comportement, c'est qu'on covoiture quand on a intérêt à covoiturer. C'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire quand le coût est plus faible en covoiturage que par le coût personnel. Et on s'aperçoit qu'on a des déplacements qui sont adressés par ce mode de covoiturage point à point. Ce sont essentiellement les distances élevées, ici 20 km et plus avec les paramétrages retenus, mais on verra que ça peut bouger. C'est une clientèle particulière. Donc ça répond un peu à notre question, est-ce que le covoiturage peut tout résoudre? Il résout bien les déplacements de longue distance, mais pas les courtes distances. Et on a vu que les courtes distances étaient majoritaires, donc il y a quand même une niche pour ce genre de choses, mais ça reste une niche, et même s'il représente des ordres de grandeur importants, on va le voir en termes de circulation, ça résout pas tout. Donc on a sur ces simulations 20% des usagers qui covoiturent, et on a une déformation des déplacements qui dépend de la structure tarifaire. Alors on a testé par rapport au cas central qu'on a indiqué précédemment, on a indiqué différents jeux tarifaires en prenant un service gratuit, un service à 25% du tarif défini, à 50 ou à 150%. Mais dans tous les cas de figure, même si on arrive à gagner, à mordre sur les déplacements courts, on coince toujours sur les déplacements de courte distance, parce que le coût de mise en communication et le temps d'attente prévu, qui est de l'ordre de 3 minutes par personne, par prise de personnes supplémentaires, fait que le déplacement n'est pas rentable. Donc on a un déplacement qui est très efficace pour
les déplacements longue distance, mais qui n'arrivent pas à mordre sur la clientèle centrale. Et c'est, je crois, le principal résultat de ce que je voulais vous montrer. Alors, on peut faire des bilans, et des bilans en heures gagnées. Donc, on a 80 000 heures gagnées au maximum avec un tarif nul, mais c'est relativement peu sensible aux tarifs dans les premières simulations. Et on arrive à des gains sur la région Île-de-France, parce que, mine de rien, on effectue du covoiturage, donc on diminue le nombre de véhicules, donc on gagne du temps de parcours, et ce temps de parcours est réparti sur l'ensemble des usagers. Donc on a des gains qui sont de l'ordre de 2 milliards. C'est des sommes importantes, et ça peut nous donner des idées de tarification qu'on verra tout à l'heure. Oui, ça c'est pas très net. Ce que montre ce graphique, c'est que quand on a des allègements importants, c'est en vert, et quand on a des allègements moins importants, c'est en mauve. Et on a des allègements très importants sur les voies rapides. Alors il y a une raison mécanique à ça, c'est que les voies rapides ont des entrées-sorties qui sont relativement espacées, et elles sont surtout utilisées par les déplacements de longue distance. Donc on a de ce fait une diminution du trafic plus importante sur les autoroutes, même s'il y a une partie du trafic qui est sur les voies locales qui rejoint les voies rapides, parce que l'espace est libéré. Alors, on a regardé les variations de vitesse. On s'est posé la question d'une barrière tarifaire, c'est-à-dire d'un problème de monopole. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un service unique, ou est-ce qu'il y a de la place pour des services différents, des services éventuellement fortement concurrents, et dont la concurrence pourrait très bien être une barrière tarifaire, c'est-à-dire un abonnement un peu important qui impose de jouer qu'avec une partie des clients. Donc le problème est, dans ce cas-là, j'ai regardé le cas de marché, ce qui fait un duopole, et on trouve des variations d'efficacité sur la vitesse moyenne qui sont relativement modestes, ce qui tend à montrer qu'on n'est pas très sensible au caractère monopolistique de l'opération. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la mise en concurrence. Le problème du retour, on peut très bien envisager dans ce genre de choses. On a un tel rendement avec 1,6 milliard qu'il faut environ 100 000 voitures de covoiturage pour réaliser cette opération. Donc ça fait 16 kg par véhicule. C'est pratiquement le prix d'un véhicule. Donc on peut très bien envisager des contrats de travail où on mettrait à disposition un véhicule de façon à faire du covoiturage, à condition de garantir sous une forme ou sous une autre. Il faut qu'il y ait un contrôle, le covoiturage, mais on peut très bien envisager de mettre à disposition gratuitement des véhicules auprès des ménages, de façon à ce qu'ils fassent du covoiturage. Ce serait un bon moyen d'inciter les ménages et les employés à faire du covoiturage. On serait très gagnant, la collectivité serait très gagnante dans cette opération. Et puis on a fait le test avec les véhicules autonomes. Alors sur les véhicules autonomes, c'est magique, c'est-à-dire que quand on n'a plus, il faut, avec un système à 3 arrêts, on a un certain rendement, mais avec un système à 4 arrêts, on a plus de temps d'arrêt, donc on a pour un même niveau de tarif un peu moins de fréquentation, mais c'est largement contrebalancé par la baisse des coûts qui peut être considérable. Avec 4 personnes, avec une voiture automatique, une voiture autonome, on a des coûts de production qui sont très inférieurs à 10 centimes du kilomètre, donc on n'a plus de problème. Donc on a un mécanisme de covoiturage qui résout une partie du problème, c'est-à-dire les déplacements longs, qui peut être réalisé à terme relativement bref, avec des mises au point de contrats un peu originaux
de mise à disposition de véhicules, mais qui ne saura jamais traiter les déplacements de courte distance qui, eux, résistent aux déplacements par covoiturage. Merci. Merci, j'ai une petite question avant de prendre la première. Le contrat de covoiturage que tu évoques, ça ressemble pas un peu au métier de chauffeur de taxi? C'est vrai que c'est pire que ça, c'est un contrat de chauffeur de taxi avec accès à une base de données. Donc c'est clair qu'on est en train, c'est la fongibilité de ces différents marchés et massive et on rentre en plein dans des problèmes de conflit d'intérêts qui sont sérieux. Et c'est le métier de taxi avec accès à base de données supplémentaire. Oui, merci pour cette présentation, Duval, ministère de la Recherche. Pourquoi est-ce que dans vos tableaux n'apparaissent pas les distances entre 10 et 20 km parce que vous passez de 0,5 à 10 et puis ensuite de 20 à 30, etc. Alors que les premiers tableaux que vous avez présentés, alors c'est peut-être une erreur d'impression, parce qu'il y a beaucoup de trafic qui se font Il manque une colonne, c'est une question. Ah, il manque une colonne, d'accord. D'accord. Ok, donc les chiffres sont les mêmes. Oui, d'accord. Et une autre question, la voiture est parfois, même souvent considérée, alors c'est générationnel aussi peut-être, comme un prolongement du domicile avec son confort, son impression voire de puissance parfois. Donc tout un phénomène psychologique du conducteur. Si vous voulez changer les comportements et justement favoriser le covoiturage, par exemple, donc ces personnes devront quitter ce domaine qui est un domaine privé. L'intérieur, je parle de la voiture et l'intérieur de la voiture. Est-ce que d'un point de vue sciences humaines et sociales, on a déjà pensé à des substituts parfois ce besoin d'utiliser son véhicule parce qu'on ne veut absolument pas être ailleurs où on est mieux dans la voiture, etc. Est-ce qu'on a pensé à des substituts psychologiques, on va dire, pour faire changer les comportements? Il y a clairement une préférence pour le fait d'être seul et pour la privauté sous une forme générale. Cela dit, on ne sait pas très bien la quantifier. Ce qui nous intéresse là, c'est des comportements microéconomiques en moyenne, et il faut regarder le niveau de bonus en quelque sorte ou de malus auquel correspondrait l'usage de la voiture à plusieurs. Je ne suis pas sûr que ce soit très important. C'est un peu générationnel, comme vous dites. Et, dans les études économétriques qu'on peut faire, on ne trouve pas grand-chose. Merci. Oui, tu nous as dit que dans ton modèle, tu avais pris en compte l'intérêt de covoiturer, c'est-à-dire, je comprends l'intérêt financier. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt, il pourrait y avoir un intérêt en termes de gain de temps ou de régularité si on développait des systèmes qui donneraient la priorité aux voitures, aux véhicules qui covoiturent, comme ça se passe dans certains pays? Est-ce que ça a vraiment un impact? C'est un impact massif, mais j'ai pris une hypothèse très conservatrice qui consiste à dire que les voies sont banalisées pour tout le monde. Donc à partir du moment où on a quitté la zone d'origine et avant qu'on arrive dans la zone finale, les temps de parcours sont dans le modèle rigoureusement identiques pour les deux modes de transport. Maintenant, si on fait des variations de gain de quelques minutes, on va avoir des basculements très considérables. C'est un moyen très efficace de doper le covoiturage. Merci Jean pour cet exercice très stimulant de prospection. Alors, sur ces presque 2 milliards d'avantages annuels,
Est-ce que tu pourrais nous dire combien pèsent les temps gagnés? C'est que du temps gagné là. C'est que du temps gagné? C'est un exercice très simple, très préliminaire, et j'ai pris en compte que les temps gagnés avec une valeur du temps de 15 € de l'heure. Mais pour l'ensemble des usagers du réseau FIER, Oui, c'est ça? pour tout le monde. D'accord. Et par rapport à des durées moyennes de déplacement, c'était un moment tu comparais On a, des vitesses on a un gros 1 million d'heures, 1 million de déplacements, avec 20 minutes de déplacement, donc ça fait 300 000 heures de déplacement, et on en gagne 40 000, 80 000, donc c'est significatif. Ah oui, oui, donc c'est plusieurs pourcents. Parce que Plusieurs pourcents à l'échelle de l'ensemble des usagers. Dans le modèle, les choses sont faites en 2 étapes. On calcule la charge du réseau qui est indépendante de la vitesse sur le réseau, parce que le truc est fait par zone, c'est l'intérêt de l'opération. Et ensuite, on fait un modèle classique d'équilibre où on recalcule les temps totaux. Et donc, de cette manière-là, on a le gain de temps directement, sans avoir besoin de boucler. Ok, merci. Oui, bonjour, Patrick Loravins, Concession. Oui, j'avais une question dans ton modèle. En fait, il y a quand même 32% des véhicules en France qui sont des véhicules d'entreprise. Est-ce que ça n'impacte pas un peu le raisonnement du fait que l'incitation financière à covoiturer n'existe pas, quoi, pour ce type de véhicule qui doit être quand même très présent? C'est la règle actuelle, mais ça pourrait changer. On pourrait très bien mettre des règles de disposition de véhicules avec covoiturage. Enfin, il ne faut pas prendre ça comme une règle définitive dans le temps. C'est quelque chose qui peut évoluer. Je n'ai pas pris en compte ça dans le modèle. Mais c'est sûr que ça rigidifie un peu les comportements et ça diminue l'amplitude des résultats. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau.